Nous venons tous d'horizons différents, avec des cultures différentes, et chaque culture apporte ses traditions et ses règles. En ce qui concerne les écoles, il y a des règles que nous nous attendons à être les mêmes ou normales. Mais vous ne pouvez pas en dire autant du Japon. Ce pays a des règles scolaires qui sont totalement différentes de la norme. Venez avec nous tandis que nous vous montrons 20 règles scolaires japonaises que vous ne croirez pas qu'elles existent réellement. Numéro 20. Les sous-vêtements blancs sont obligatoires. Dans certains lycées japonais, il existait une règle qui exigeait que les élèves portent des sous-vêtements blancs. Sur 238 écoles examinées, 138 avaient cette règle en place. Les enseignants l'appliquaient strictement en tirant sur les bretelles de soutien-gorge des élèves féminines et en observant les élèves pendant qu'ils se changeaient pour s'assurer qu'ils suivaient les règles. Si les élèves portaient des sous-vêtements de la mauvaise couleur, ils devaient les enlever sur place à l'école. Cette pratique était une grave atteinte aux droits humains et à la vie privée des élèves. Heureusement, les élèves japonais se sont levés et ont réussi à faire abolir cette règle il y a quelques années. Numéro 19. Chaque élève est un agent d'entretien. Lorsque les gens visitent le Japon, ils ne peuvent s'empêcher de remarquer à quel point tout est propre. Les rues, les parcs, les espaces publics, ils sont tous impeccables. En fait, le Japon se classe 25e parmi les pays les plus propres du monde, et il y a une bonne raison à cela. Une chose surprenante au Japon est que dans les écoles, ce sont les élèves qui sont responsables du nettoyage, au lieu d'avoir des concierges pour faire le travail. Dès la première année, les enfants nettoient leur salle de classe, et cela ne s'arrête pas là. Ils continuent cette pratique jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme de lycée. Chaque jour, après la fin des cours, les élèves passent environ 15 minutes à faire le ménage en balayant les sols, en essuyant les bureaux et en organisant leurs espaces d'apprentissage. Pour les plus jeunes, parfois, ils font leur nettoyage avant la récréation pour pouvoir aller jouer tout de suite après. Cette routine quotidienne ne fait pas que garder les écoles propres. Elle apprend également aux élèves à prendre soin de leur environnement. En nettoyant après eux chaque jour, ils développent une habitude de maintenir la propreté qui les suit tout au long de leur vie. Numéro 18. La queue de cheval est interdite. Saviez-vous que dans certaines écoles japonaises, les élèves féminines ne sont pas autorisées à porter une queue de cheval? Oui, vous avez bien entendu. Les écoles ont interdit cette coiffure populaire. La raison derrière cette règle surprenante est qu'elles croient que les queues de cheval exposent de la nuque. Ils pensent que montrer l'arrière du cou pourrait sexuellement exciter les élèves masculins. En raison de cette préoccupation, ils craignent que cela puisse mener à un comportement inapproprié entre les élèves masculins et féminins. Pour éviter de tels problèmes et maintenir la discipline, ils appliquent strictement cette règle et interdisent aux filles de porter des queues de cheval. Numéro 17. Pas de téléphone portable. Les téléphones portables peuvent être distrayants, mais ils sont devenus une partie essentielle de la vie moderne et ils ne sont probablement pas près de disparaître. Nous devons donc trouver des moyens de gérer comment nous les utilisons puisqu'ils sont là pour rester. Au Japon, ils accordent beaucoup de valeur à la concentration des élèves et traditionnellement, les téléphones portables n'étaient pas autorisés dans les écoles. En 2009, le Japon a interdit les téléphones portables dans les écoles primaires et les lycées. Cependant, ils ont récemment reconsidéré cette interdiction. Après qu'un tremblement de terre a frappé la ville d'Osaka en 2018, les autorités ont commencé à repenser la politique. Ils ont pensé que les téléphones portables auraient pu aider les élèves et la société pendant la catastrophe. Donc, peut-être que les avantages des téléphones portables sont plus grands que leurs inconvénients. Numéro 16. Chaussures d'intérieur et d'extérieur séparées. Au Japon, lorsque les élèves arrivent à l'école, ils enlèvent d'abord leurs chaussures d'extérieur et passent à des chaussures d'intérieur. Cette pratique vient de la culture japonaise, qui exige que les gens enlèvent leurs chaussures en entrant dans les maisons ou les bâtiments. Ainsi, les écoles au Japon ont des règles qui obligent à changer de chaussures à l'entrée. Certaines écoles fournissent des chaussures d'intérieur spéciales appelées uwabaki. Les uwabaki sont des chaussures légères et souples qui sont faciles à enfiler et à enlever, conçues spécifiquement pour une utilisation en intérieur. Elles sont destinées à être portées uniquement à l'intérieur du bâtiment. Cette routine est une partie normale de la vie au Japon et les élèves y sont habitués. Pour eux, c'est simplement la façon dont les choses se font. Numéro 15. Leçon de natation obligatoire. Au Japon, les élèves sont tenus d'apprendre à nager dès l'école primaire. À mesure que les enfants grandissent, ils s'habituent à la natation et l'apprécient beaucoup.
La natation présente de nombreux avantages. Elle augmente votre fréquence cardiaque et réduit le stress sur votre corps. Elle développe la force musculaire, augmente l'endurance et aide à maintenir la forme physique. De plus, les élèves formés à la natation peuvent sauver des personnes de la noyade si nécessaire. Rendre les leçons de natation obligatoires sert de mesure pour sauver des vies. Numéro 14. Les uniformes sont obligatoires. Au Japon, porter un uniforme scolaire n'est pas simplement une suggestion, c'est une règle. Que vous soyez dans une école publique ou privée, tous les élèves sont tenus de porter l'uniforme. Cela signifie que peu importe le statut social de vos parents, tout le monde s'habille de la même manière, favorisant l'égalité entre les camarades de classe. Mais ce n'est pas seulement une question d'égalité. Les uniformes obligatoires aident également à instaurer la discipline. Les écoles appliquent des politiques d'uniforme strictes, et si vous ne respectez pas les règles, vous pourriez faire face à des mesures disciplinaires. Les élèves sont censés porter leurs uniformes en tout temps. Alors, à quoi ressemble l'uniforme? Il comprend souvent des chemises blanches impeccables avec des cols marins et des jupes plissées ou des shorts. Les couleurs varient selon l'école, mais les bleus marines profonds et les blancs éclatants sont les plus courants. L'accent est mis sur la simplicité et la praticité, surtout pour les jeunes élèves. Les uniformes sont faits de matériaux confortables, qui sont faciles à porter et sèchent rapidement. Cela les rend faciles à entretenir, éliminant toute excuse pour ne pas les porter. Si un élève se présente dans une tenue différente de l'uniforme scolaire, il doit être prêt à en affronter les conséquences. Numéro 13. Pas de nourriture de la maison. Saviez-vous qu'au Japon, les élèves des écoles primaires et des collèges ne sont pas autorisés à apporter leur déjeuner de la maison? Au lieu de cela, les écoles fournissent des déjeuners délicieux et nutritifs pour tout le monde. Ces repas sont soigneusement planifiés par des nutritionnistes pour s'assurer que les élèves reçoivent tous les nutriments dont ils ont besoin. Le déjeuner n'est pas seulement une question de manger, c'est aussi une occasion d'apprendre sur la nourriture et la nutrition, ce que les Japonais appellent shokuiku. Les parents doivent payer pour ces déjeuners scolaires, mais ils sont fortement subventionnés et coûtent environ 2,50 $. Les repas sont faits à partir d'ingrédients frais et biologiques, pas d'aliments transformés ou surgelés. Chaque repas contient environ 600 à 700 calories et comprend des glucides, de la viande ou du poisson, et beaucoup de légumes frais. Le gouvernement japonais étudie même la nutrition et les habitudes alimentaires chaque année pour aider à planifier les menus. Une autre chose intéressante est que les élèves mangent le déjeuner dans leur salle de classe, pas dans une cafétéria. Ils se servent les uns les autres et nettoient après eux. La nourriture est si bonne que les parents appellent parfois les écoles pour demander les recettes. Numéro 12. Les élèves ne peuvent pas redoubler. Imaginez un système scolaire où vous passez automatiquement à la classe suivante, peu importe vos performances aux tests ou aux examens. Ça semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon. Contrairement à de nombreux autres pays où les élèves pourraient redoubler une année ou devoir aller à l'école d'été s'ils ne réussissent pas bien, au Japon, tout le monde avance automatiquement au niveau supérieur. Mais avant de commencer à faire vos valises pour le Japon, gardez à l'esprit que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air. Même si les élèves ne sont pas retenus, ils doivent toujours travailler dur pour obtenir de bons scores au test. Pourquoi? Parce que ces scores sont très importants pour entrer au lycée ou à l'université. Donc, même si cela peut sembler être un passe-droit, les élèves doivent toujours étudier sérieusement s'ils veulent entrer dans l'école de leur choix. Et n'oublions pas la pression de la société et des parents. Cette pression pousse les élèves à rester au sommet de leurs capacités, rendant le redoublement d'une classe assez rare. Donc, même sans la peur de redoubler une année, les élèves au Japon sont toujours motivés pour faire de leur mieux. Numéro 11. La ponctualité est très importante. Imaginez cela. En 2018, un train au Japon est parti de la gare juste 25 secondes plus tôt que prévu. Vous pourriez penser, pas grave, mais au Japon, cela a été considéré comme vraiment inexcusable. La compagnie ferroviaire s'est excusée publiquement et tout le monde impliqué s'est senti mal à ce sujet. Le personnel a même suivi une formation supplémentaire pour s'assurer que cela ne se reproduirait pas. Pourquoi tant d'agitation pour quelques secondes? Eh bien, les Japonais sont connus pour être parmi les personnes les plus ponctuelles au monde. Ils prennent le fait d'être à l'heure très au sérieux. En fait, ils préféreraient sauter un repas plutôt que d'être en retard. Ils s'inquiètent de ce que les autres pourraient ressentir s'ils n'arrivent pas à l'heure parce qu'ils ne veulent déranger personne. Vous pouvez voir leur engagement envers la ponctualité partout. Les élèves arrivent tôt à l'école. Les gens se présentent aux réunions 5 à 10 minutes à l'avance.
Les magasins et les restaurants ouvrent exactement quand ils sont censés le faire. Donc, si jamais vous avez une réunion avec quelqu'un du Japon, assurez-vous d'arriver tôt, car il y a de fortes chances qu'ils arrivent avant l'heure convenue. Numéro 10. Coupe de cheveux pour les garçons. Avez-vous entendu parler de la coupe two block? C'est un look stylé qui enlève les pattes, créant une apparence propre et soignée qui donne au visage un aspect frais. C'est populaire parmi les célébrités comme les acteurs Yusuke Iseya et Takayuki Yamada, en faisant un choix à la mode. Mais si vous êtes un élève au Japon, vous pourriez ne pas être autorisé à avoir cette coiffure. Les écoles japonaises interdisent aux élèves de porter la coupe two block. Les autorités scolaires soutiennent que cette coiffure peut causer des problèmes et même entraîner des accidents. Les parents sont perplexes quant à la façon dont une coupe de cheveux pourrait provoquer des accidents. Les autorités affirment que la règle est destinée à inculquer la loyauté et à maintenir un ordre strict au sein des systèmes hiérarchiques des écoles. Cependant, beaucoup de gens trouvent l'explication des autorités peu convaincante. Pendant longtemps, les collégiens japonais ont été autorisés à avoir cette coupe de cheveux. Malgré sa popularité et son apparence soignée, les écoles ont interdit la coupe two block, invoquant des préoccupations sur les problèmes qu'elle pourrait causer. Cette décision a suscité des réactions et des discussions sur l'individualité et les règles scolaires. Numéro 9. Sazumata. Aichi, au Japon, un homme d'une soixantaine d'années est entré dans l'école Ichinomiya en portant un couteau de cuisine, provoquant la panique parmi les élèves et les enseignants. Le chaos a été rapidement maîtrisé lorsque le Sazumata a été utilisé pour neutraliser l'intrus et assurer la sécurité de tous. De même, à Tokyo, 3 enseignants ont réussi à attraper un intrus dans leur école en utilisant un Sazumata. Mais qu'est-ce qu'un Sazumata exactement? C'est une lance à fourche du Japon féodal, également connue sous le nom de man-catcher, que les samouraïs utilisaient autrefois. La police des samouraïs et les forces de sécurité employaient le Sazumata, ainsi que des outils comme le tsukubo et le sodegarami, pour arrêter les criminels et contrôler les foules sans causer de dommages. Le Sazumata comporte une fourche à 2 pointes, attachée à un bâton d'environ 2 mètres de long, avec des pointes le long du manche, pour empêcher la personne de le saisir. Ce design astucieux assure que l'intrus ne peut pas atteindre la personne maniant le Sazumata. De nos jours, la police utilise encore une version mise à jour du Sazumata comme outil d'autodéfense. Ces Sazumata contemporains sont souvent faits d'aluminium et non pas de lames ou de pointes tranchantes. Vous pouvez trouver cet outil dans de nombreux endroits à travers le Japon, y compris les écoles. En raison d'incidents passés, de nombreuses écoles gardent un Sazumata à portée de main pour arrêter les intrus et prévenir les effractions. Cependant, le Sazumata est le plus efficace lorsque l'intrus n'est pas armé. Comme les armes sont rares au Japon, le Sazumata sert d'outil efficace pour maintenir la sécurité. Numéro 8. Aucune relation amoureuse n'est autorisée. Au Japon, les élèves ne sont pas autorisés à montrer des sentiments romantiques envers leurs camarades ou quiconque à l'école, et les responsables scolaires appliquent cette règle pour s'assurer que les élèves restent concentrés sur leurs études. La règle est si stricte que les élèves ne peuvent même pas être vus en train de se tenir la main avec un autre élève, et s'ils pensent à avoir des relations en dehors de l'école, ils doivent les garder secrètes. Par exemple, dans un cas, l'école a forcé une fille à partir parce qu'elle a été surprise dans une relation amoureuse, et les élèves n'ont pas d'autre choix que de suivre ces règles parce que leurs parents les soutiennent aussi. Cependant, malgré les règles, les émotions adolescentes poussent toujours les élèves à sortir ensemble de toute façon, et ces relations secrètes causent souvent de sérieux problèmes. Une enquête a révélé que les petits amis restreignent les élèves féminines de nombreuses façons, et il s'avère que de nombreuses relations au lycée impliquent la violence, la force et le contrôle. En fait, 33% des élèves féminines du lycée ont déclaré que leurs petits amis leur imposaient des restrictions, telles que leur interdire de sortir avec d'autres amis, limiter quand elles peuvent sortir, et effacer des contacts et des numéros de leur téléphone portable, ce qui est extrême même comparé aux relations adultes. Numéro 7. Les écoles de soutien scolaire. Les écoles de soutien scolaire, connues au Japon sous le nom de juku, sont des écoles spécialisées qui aident les élèves à atteindre l'excellence académique. De nombreux élèves fréquentent ces écoles de soutien parce que les cours réguliers de l'école ne correspondent pas au contenu des examens d'entrée. Les examens d'entrée sont difficiles et complexes, donc se fier uniquement aux cours réguliers n'est souvent pas suffisant pour réussir. Un problème majeur avec les écoles régulières est que les classes sont surchargées,
souvent avec plus de 40 élèves. Cela crée des environnements bruyants et distrayants qui entravent la concentration. Les enseignants doivent enseigner à un niveau moyen pour accueillir tous les élèves, ce qui signifie que les besoins individuels d'apprentissage ne sont pas toujours satisfaits. Les écoles de soutien scolaire relèvent ces défis en fournissant un soutien académique focalisé et personnalisé. Elles offrent une attention individualisée et un enseignement ciblé, adapté aux problèmes académiques spécifiques de chaque élève. Au Japon, il existe 2 types d'écoles de soutien scolaire. Le premier est le Shingaku-juku, ou école de soutien pour l'avancement, où les élèves se préparent intensivement pour entrer dans des collèges, lycées ou universités compétitifs. Le second type est le Hoshu-juku, ou école de soutien supplémentaire, qui soutiennent les élèves qui ont du mal à suivre les cours réguliers. En résumé, les écoles de soutien scolaire jouent un rôle vital en aidant les élèves à surmonter les limites de l'enseignement régulier en offrant un soutien spécialisé pour atteindre leurs objectifs académiques. Numéro 6. Pas de professeur suppléant. Imaginez ceci. Dans la plupart des pays, lorsqu'un enseignant ne peut pas venir à l'école, un professeur suppléant le remplace. Les élèves espèrent généralement une journée facile, peut-être en regardant un film ou en ayant moins de devoirs. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe au Japon. Si un enseignant est absent, il n'y a pas de remplaçant. Au lieu de cela, les élèves prennent en charge la classe eux-mêmes. Ces élèves japonais continuent leur travail scolaire et leurs études sans que personne ne les dirige. Ils gèrent la classe, suivent les plans de leçons et maintiennent tout en ordre. Ils sont formés pour s'occuper d'eux-mêmes dans tous les aspects de la vie, ce qui les aide à devenir des adultes indépendants. Cette approche fait écho à ce que Jean-Jacques Rousseau a dit sur l'éducation, façonnant l'esprit d'un enfant. Ces enfants ont des expériences qui leur enseignent l'autosuffisance et ils gèrent d'innombrables tâches par eux-mêmes. Leur capacité à apprendre et à travailler sans qu'un enseignant les surveille vous fait vous demander « Ont-ils même besoin d'un enseignant en premier lieu ?» Numéro 5. Les activités de club sont importantes. Dans les écoles japonaises, les activités de club sont une partie vitale et animée de la vie scolaire. Dès que la nouvelle année scolaire commence, les clubs se promeuvent activement en affichant de colorées affiches autour de l'école et en recrutant avec enthousiasme de nouveaux membres. Juste quelques jours après la cérémonie d'entrée, les écoles organisent des rassemblements où les clubs expliquent avec enthousiasme leurs activités pour aider les nouveaux élèves à naviguer parmi les nombreuses options disponibles. Ces clubs couvrent un large éventail de groupes parascolaires dans les collèges et lycées. Bien que rejoindre un club soit volontaire, la plupart des élèves y participent parce que la nature engageante de ces activités les attire. Les clubs sont principalement divisés en clubs de sport et en clubs culturels, chacun offrant diverses activités passionnantes. Les clubs de sport incluent souvent des clubs d'arts martiaux, qui pratiquent des disciplines japonaises traditionnelles telles que le kendo, escrime japonaise, le judo, lutte, le kyudo, tir à l'arc, le karaté, le sumo, lutte et l'aïkido. Les clubs culturels incluent des groupes comme les fanfares, l'art, l'artisanat, le chœur, le théâtre et les groupes de musique pop. Alors que certains clubs se réunissent occasionnellement 1 ou 2 fois par semaine, d'autres se rassemblent presque tous les jours après l'école et même pendant les vacances, surtout lorsqu'ils se préparent pour des compétitions nationales. Chaque club a un enseignant superviseur, mais ils mettent l'accent sur l'indépendance des élèves dans la gestion des activités. Le plaisir visible et l'enthousiasme des participants attirent et motivent d'autres élèves à rejoindre, rendant l'application des règles inutiles. Numéro 4. Pas d'accessoires autorisés. Au Japon, les gens ne sont pas autorisés à porter des accessoires, donc les autorités interdisent de se vernir les ongles ou de se faire percer n'importe quelle partie du corps. Même les résidents plus âgés ont rarement un quelconque type de piercing. Les piercings aux oreilles et autres bijoux sont généralement interdits, et les personnes avec des piercings aux oreilles sont souvent vues comme essayant de paraître dures ou comme ayant enfreint les règles. Les élèves font face à des règlements encore plus stricts. Ils ne sont pas autorisés à porter des chapeaux, des casquettes, des écouteurs ou tout type d'oreillettes pendant la journée scolaire. Les autorités scolaires exigent que les élèves portent des uniformes composés de sous-vêtements blancs, de chaussettes, de chaussures et de sacs à dos. Apporter des objets supplémentaires peut entraîner de sérieuses punitions. Numéro 3. Les cheveux doivent être noirs. Au Japon, la plupart des gens ont les cheveux noirs et les écoles appliquent des règles strictes exigeant que les élèves aient les cheveux noirs. Si les élèves veulent teindre leurs cheveux noirs, ils font face à d'importants problèmes à cause de ces réglementations.
Pour ceux qui ont des couleurs de cheveux naturellement plus claires, comme le blond ou le brun, la situation est encore plus compliquée. Ces élèves doivent prouver que la couleur de leurs cheveux est naturelle. Ils doivent amener leurs parents à l'école pour fournir la preuve de leur couleur de cheveux naturelle. Une fois que l'école a vérifié cela, les élèves sont exemptés de teindre leurs cheveux en noir. En 2017, un cas a attiré l'attention nationale impliquant ces strictes réglementations capillaires scolaires. Une élève avec des cheveux naturellement bruns a été forcée par les responsables de l'école à teindre ses cheveux en noir. Elle a d'abord obéi en teignant ses cheveux en noir, mais a finalement cessé de le faire. En réponse, les responsables de l'école ont enlevé son bureau de la salle de classe et ont effacé son nom des registres de classe. Ils ont même inspecté les racines de ses cheveux pour vérifier sa couleur de cheveux naturelle. L'élève a poursuivi l'école pour lui avoir causé une détresse mentale. Le gouvernement local l'a indemnisé avec 3 000 $. Cependant, le tribunal a statué que les écoles ont le droit d'imposer des réglementations capillaires. Numéro 2. L'été éreintant. Au Japon, les écoles ont leurs vacances d'été au milieu de l'année scolaire parce que leur année scolaire commence en avril, pas en septembre, comme dans de nombreux autres endroits. Les élèves japonais ont également des vacances d'été plus courtes, elles ne durent que 5 semaines, soit la moitié de la durée des vacances d'été américaines. Mais voici le hic. Même pendant leurs vacances d'été, les élèves japonais continuent d'aller à l'école pour participer à des activités de club et terminer des devoirs. À la maison, ils se concentrent sur l'étude et la fin des devoirs, donc ils ont peu de temps pour jouer. Les enfants et les enseignants vont souvent à l'école ensemble pendant cette période, donnant l'impression qu'ils n'ont pas de vraies vacances. Cette routine constante de travail et d'activité est devenue la façon normale de vivre pour les élèves japonais. Habituellement, les vacances sont censées donner aux enfants du temps pour jouer, ce qui est important pour leur développement cognitif. Au Japon, cependant, les enfants passent leurs vacances à s'engager dans du travail ou des activités structurées, plutôt que dans du jeu non structuré. La participation aux activités d'été n'est pas toujours obligatoire. Les élèves peuvent choisir de rester à l'écart de l'école après avoir terminé leurs devoirs et activités de club. Lorsqu'ils prennent du temps libre, les parents ont la possibilité de passer plus de temps avec leurs enfants. Numéro 1. Au Japon, montrer du respect est incroyablement important, et une façon dont les gens expriment cela est en s'inclinant. Si vous vous promenez dans les rues de Tokyo le soir, vous pourriez voir des groupes d'hommes d'affaires s'inclinant profondément les uns aux autres en se séparant pour la nuit. Pour quelqu'un de nouveau au Japon, toute cette inclination peut être un peu déroutante. Vous pourriez vous demander quand exactement vous êtes censé vous incliner. S'incliner est un geste de respect et de politesse. Il est essentiel dans la culture japonaise de montrer du respect à tout le monde en s'inclinant. Dans les écoles, les élèves saluent leurs professeurs avec des inclinations dans diverses situations. En entrant dans la salle de classe, les élèves se rangent et s'inclinent devant le professeur pour dire bonjour. À la fin du cours, ils se rangent à nouveau, s'inclinent et disent merci pour la leçon ou pour le temps du professeur. Pendant les leçons, si un professeur pose une question, les élèves lèvent la main pour indiquer qu'ils veulent répondre, attendant la permission avant de parler. Ils ne crient pas simplement des réponses sans être reconnus. En dehors de la classe, si les élèves rencontrent leur professeur dans le couloir, ils s'inclinent et disent bonjour ou bon après-midi. Lorsque les professeurs sont sur le point de quitter la classe, les élèves s'inclinent et disent merci, ou ils les appellent professeurs. Les élèves utilisent souvent le terme professeur lorsqu'ils s'adressent à leurs instructeurs, en particulier les professeurs à temps partiel. Cependant, il est important d'être prudent avec certaines phrases. Par exemple, dire « merci pour votre dur labeur » à un professeur ou à un enseignant pourrait en fait les offenser. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.